Le 17 juillet 2012, Roger Communications, heureux récipiendaire du contrat des compteurs intelligents de Hydro-Québec de Terry Vandal, vient de s'associer avec la CIBC de Gerald McCartley, permettre de transiger avec des téléphones intelligents, un pas de plus vers le remplacement de l'argent liquide par des données numériques, au grand plaisir des mondialistes du réseau qui rêvent d'une nouvelle Babel. Est-ce le cas de Pierre-Olivier Sarkozy? Je réponds à cette question par un extrait audio de propos tenus sur les ondes de zone de résistance de CISM, animé par Benoît Perron, des propos tenus par Richard Lehir, un ancien ministre péquiste qui utilise sa plume pour vigile.net. Donc, ces propos qu'on va entendre précisent que Pierre-Olivier Sarkozy, type lié à la CIA et œuvrant pour le groupe Carlyle à côté de Paul Desmarais, aurait les pieds dans la CIBC de McCartley. Ce 17 avril, tu ne me feras pas croire que Paul Desmarais a des connexions avec François Legault de la Coalition Avenir Québec, avec aussi des connexions avec son banquier de la CIBC? Oui, bien sûr. Par l'entremise de Pierre-Olivier Sarkozy. OK? La CIBC, c'est Pierre-Olivier Sarkozy de Carlyle, qui fait des affaires pour la CIBC. Et puis c'est évidemment introduit par Monsieur Desmarais qui dit tiens, t'as besoin d'une faveur, moi je te fais une faveur, tu me fais une faveur, et puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Gratte-moi le dos, je te gratterai le tien. Passons cette fois à Droit et démocratie. Cette ONG dont le président Gérald Datulippe fut lié au NDI de la CIA fut fermée le 4 avril 2012 par l'autre honoré du WWIC, le premier ministre canadien Stephen Harper. Pour ce qui est de l'exploitation du sable bitumineux, en cas du pétrole bitumineux, prisé par la caisse de Sabia Desmarais, les efforts pour lier cette exploitation à la protection de l'environnement rencontre des obstacles sans précédent. Depuis, le plus surprenant vient de James Hansen de la NASA, qui a demandé à Obama de freiner Keystone XL. Bon, on verra bien comment la Caisse de dépôt va se débrouiller dans un dossier, puisque des investissements se sont faits qui sont tributaires des pipelines de Keystone XL. Passons maintenant à l'AECG. Selon l'analyse d'un texte datant d'octobre 2011 fait par Alexandre Maltais de l'IREC, le Québec aura ouvert les marchés publics subfédéraux alors que la seule question qui demeure incertaine est l'exclusion des contrats publics des sociétés d'État comme Hydro-Québec. Ce qui revient à dire, c'est que tout est dans le contrat. Bon, on ne peut pas préciser si c'est le cas d'Hydro-Québec. C'est un peu ambigu, la question. Et pendant que le silence des élus grassement payés par nos impôts, dont Charest et son équipe du tonnerre, se perpétue et que les psychocivilisés usent des moyens qui leur sont offerts par les médias pour critiquer les syndicats et les syndiqués, on apprend que l'étude du même texte par le syndicat de la fonction publique canadienne faite par Steven Shribman, que l'accord affecterait la capacité des provinces et municipalités d'exercer leur pouvoir en matière de santé, d'éducation, de gestion de l'eau ou encore de protection de l'environnement. Bonne nouvelle, cette étude a été envoyée aux provinces. John Charest prendra-t-il conscience de son incapacité à gérer le Québec dans l'intérêt des Québécois par le soutien d'un syndicat? Bon, pour ce dossier de 19 pages qui sera ou a été envoyé aux provinces, Pierre-Marc Johnson affirme que le Québec et les autres provinces savent exactement ce qu'elles font. Ce qui revient à dire, c'est que mêlez-vous de vos affaires, laissez faire vos études, on sait ce qu'on fait. Je termine avec la grève étudiante. Cette grève a été un boulet sur la cheville de l'honoré en même temps que l'outil pour mieux analyser la personnalité du gouvernement Charest. En plus d'être subjugué par le libéralisme, l'honoré Jean Charest semble porter une haine viscérale de ceux qui confrontent sa gestion du Québec et de l'éducation, bien sûr.
La grève étudiante, je dois le préciser, elle a débuté le 13 février 2012 sous le regard désintéressé de John Charest. Dès le début, un petit carré rouge en tissu signifiait le gel des frais de l'éducation. Puis ce carré rouge est apparu bien sûr sur les vêtements et les objets des étudiants, mais aussi de supporters, d'enseignants, de journalistes, de juristes, de politiciens et de travailleurs. L'honoré du WWIC les a assurément ignorés. Une réaction qui ressemblait plus à celle d'un chef d'entreprise frustré qu'à un premier ministre. En fait, Charest, comme tous les opportunistes, a été beaucoup plus efficace pour récupérer à son avantage des actions étudiantes dont les plus contestables furent un pont bloqué, la présence de bombes fumigènes dans le métro de Montréal. Mais encore, il devait certainement se réjouir de l'envoi par courrier de poudre blanche inoffensive qu'on a liée à de l'anthrax. Bon, ces envois, plusieurs en ont reçu. Parmi ces personnes, il faut mentionner qu'il y a des amis du réseau de la CIA et du WWIC. Je nomme Ethers Monroe Blum de l'Université McGill et la CIBC. Ces événements ont-ils profité à la fabrication du consentement de la loi 78? Pendant que les psychocivilisés liaient cette loi à un ordre pour combattre le chaos et non le contraire, et que John Charest se présentait comme le remède à une crise qu'il a provoquée, le 30 mai 2012, l'ONU rabrouait le Québec sur les droits des étudiants de manifester et les arrestations massives. Près de 2000 en juillet 2012. Traduction de la réponse de Charest et de son cousin bleu Harper à l'ONU. Occupez-vous de vos affaires, le Québec est une démocratie. Avant de continuer avec la grève étudiante, je dois répliquer qu'une démocratie ne permet pas d'être dirigée par un gouvernement élu par environ 30% de la population. Dans une démocratie, on facilite aussi le vote d'étudiants dans leur lieu d'études lorsque ces derniers sont inscrits dans des régions éloignées. Au contraire, le 7 juin 2012, le PLQ de l'Honoré s'est opposé à l'implantation de bureaux de scrutin dans les cégeps et les universités car craignant le vote des jeunes. Il voulait-tu dire qu'il avait peur qu'il y ait de la violence dans les endroits de scrutin? Ou bien qu'il avait peur que les jeunes ne votent pas pour lui, c'est ambigu un peu. Bon, je vais simplement mentionner que dans une démocratie, on utilise la justice pour la justice. Ainsi, en évoquant la possibilité que le porte-parole de la classe, Gabriel Nadeau-Dubois, soit arrêté par la police pour incitation à la violence, ce qui ne fut pas le cas, c'est l'invention du gouvernement, à ma connaissance. Gabriel Nadeau-Dubois n'a jamais incité les gens à la violence. Il a simplement refusé de condamner la violence parce qu'on associait la violence à la classe et lui semblait vouloir dire que la violence n'était pas associée à la classe, mais à des groupes extérieurs à la classe. Donc, à cause de cette volonté de mettre les points sur les i, le ministre de la Justice, Robert Duthil, tenait des propos qui traduisaient une volonté d'utiliser la justice à des fins politiques. Donc, quand tu affirmes que Gabriel Nadeau-Dubois devrait être arrêté, tu utilises la justice à des fins politiques, car on sait très bien que quand Gabriel Nadeau-Dubois se mettait à parler devant des micros et des caméras, généralement, il était là pour expliquer la situation d'une façon claire et limpide et de façon intelligente, ce qui n'était pas toujours le cas dans les médias de désinformation, encore d'infodivertissement. Et encore, pouvons-nous, dans une démocratie, interdire à des élus ou à des journalistes d'être présents lors de manifestations dites illégales sans attaquer le droit à l'information comme le fait la loi 78. En laissant pourrir la crise étudiante, Charest a volontairement créé une crise sociale. Je ne suis pas surpris. Les Chicago Boys sont des habitués de ces stratégies pour contrôler la population. Mais encore, il m'a laissé l'impression qu'il l'a fait pour opérer une purification nationale qui s'est annoncée par des attaques de députés du PQ, d'artistes
d'intellectuels et d'enseignants, comme cela se fait sur les dictatures ou des régimes totalitaires. Je traite de 3 cas qui expriment bien la tendance. Le seul député de gauche, Amir Kadir de Québec solidaire, a été menotté et arrêté lors d'une manifestation le 5 juin 2012. Avait-il le droit, en tant qu'élu, d'agir comme observateur des faits et gestes des étudiants et des policiers? Les droits internationaux protègent le travail des journalistes et des élus, et toute volonté de nuire à la libre circulation de ces gens est un acte condamnable, car lié à une attaque des droits à l'information qui sont au centre des démocraties. Mais encore, avait-il le droit de se poser des questions sur les réactions des autorités policières, des journalistes et du gouvernement sur la saisie de l'affiche du groupe de musiciens humoristes mis en demeure, une pastiche de la liberté guidant le peuple de Eugène Delacroix, présentant Amir Kadir debout et armé, alors que Charest est couché. Le pastiche de Delacroix fut la source d'articles sensationnalistes de Québécois qualifiés de mensonges par Kadir et de propos inquiétants du ministre de la Santé, Yves Bolduc. Bon, je trouve ça plutôt étrange qu'un ministre fasse de ce genre d'affirmation. Ça semble être quasiment être un zou. Ben, en tout cas, cet homme qui doit avoir à l'amélioration des services de santé publique, en constante décrépitude depuis que Jean Charest est au pouvoir, John Charest, voyait des messages subliminaux qu'on passe dans des peintures et ajoutait que pour certaines personnes qui sont vulnérables, ça pourrait représenter un risque. Si on se fie aux propos de M. Bolduc, une affiche serait plus dangereuse pour le Québec que d'être dirigé par un nègre blanc d'Amérique qui lapide les biens du peuple ou encore d'attendre 24 heures à l'urgence d'un hôpital. Ça se pense bien plus fin que les autres. Un baveux, ça se prend pour le nombril du monde. Un baveux, si ça va les pauvres diables que des amis, c'est préférable, y agirait peut-être un peu mieux. Les baveux, ça donne jamais de chance à personne. Un baveux, y a juste ses idées qui sont bonnes. Baveux, ça vire enfermé sur lui-même dans la terreur et dans la haine, même si aimer c'est merveilleux. Un baveux, c'est bon pour partir une bataille. Un baveux, mais c'est bien rare que ça chamaille. Un baveux, c'est bien fantasme avec ses chums. C'est une chance pour lui de passer pour homme, car seul c'est doublement peureux. Un baveux, ça l'aime paraît important. Un baveux, ça se pense bien intelligent. Un baveux, ça veut toujours impressionner, espérant qu'en étant montré, ils auront l'air un peu moins niaiseux. Les baveux, si vous ne voulez pas devenir un baveux, il suffit de ne pas agir en baveux. Sachez toujours vous entourer de gens qui aiment et sont aimés. Vous verrez, vous serez beaucoup mieux qu'un baveux.